Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cher Patreon, merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment, vraiment super parce que ça m'aide à faire ces vidéos, à continuer à faire ces articles. Merci voilà, à tous ceux qui me soutiennent. J'espère que vos vacances de février se passent bien ou se sont bien passées pour ceux qui en ont prises. Moi, j'ai pas pris de vacances, j'ai bricolé un peu dans la maison, j'ai bidouillé, j'ai fait une petite coupure au niveau de Twitch pour, voilà, pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Donc voilà, et parmi ces choses, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, en fait, je vais vous parler environnement de développement. Alors, je ne sais pas comment, si vous codez, etc. Mais en général, un développeur, on va dire lambda, met en place sur sa machine un environnement de développement qui lui permet ensuite de créer ses projets, etc., de coder. Moi, il y a longtemps, j'utilisais un service qui s'appelait Cloud9, qui était en fait un outil de développement en ligne, qui a été racheté par Amazon, qui doit encore exister en fait, hein, qui est vendu par Amazon, mais ce sont des services qui sont payants, c'est-à-dire qu'on a un IDE, c'est-à-dire une interface de développement qui est dans le cloud, donc qui est sur un serveur, etc. Et on peut comme ça coder depuis n'importe quelle machine. Donc ça, c'est super pratique parce que ça permet justement même si on a, voilà, si on est sur plusieurs ordinateurs ou si on est en déplacement, qu'on n'utilise pas forcément les mêmes machines, etc. Ou par exemple on formate son ordi parce qu'on a un souci technique, etc. Bon ben au moins on sait qu'on a toujours son environnement de dev qui lui est préservé sur le serveur. Évidemment, il faut faire les backups, il faut faire tout ça, hein, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir accéder au travers du navigateur à un IDE. Alors, la plupart de ces solutions, comme je disais, sont payantes, mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Code Server. Alors, Code Server, vous connaissez sûrement, alors pas sous ce nom-là, mais vous connaissez Visual Studio. Visual Studio, donc Visual Studio Code, pardon, l'outil de Microsoft qui est ici, on va aller voir ça. Visual Studio Code. Voilà, Visual Studio Code, c'est ça. Donc, c'est un outil de Microsoft qui a quelques années maintenant, hein, qui est assez connu, qui est dispo sous Mac, sous Linux, sous Windows, qui permet de développer en tout ce que vous voulez, hein, Python, C++, faire du HTML, du JavaScript, etc. etc. Donc, c'est un outil très complet, hein. D'ailleurs, j'en avais parlé la dernière fois pour tout ce qui est GitHub Copilot, hein, pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle de GitHub directement dans Visual Studio Code. Eh bien, sachez que le service, l'entreprise Coder qui vend justement des espaces en ligne pour pouvoir, alors je ne sais pas combien ils les vendent, mais voilà, qui est un de ces services dont je vous parlais, c'est-à-dire à 35 € par mois, par utilisateur, met en place, en fait, enfin propose sur son GitHub un code serveur, donc un Visual Studio Code qui fonctionne sur un serveur. Donc en gros, c'est le service qu'il propose, sauf que le propose payant à tout le monde. Et puis, voilà, mais vous pouvez l'installer puisque c'est un logiciel libre et vous pouvez l'installer sur votre propre serveur. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte sur le site Code Server? Sur la page GitHub, on peut coder à partir de n'importe quel périphérique dans un environnement de développement constant. On peut utiliser des serveurs de cloud pour des tests de rapidité, de la compilation, le téléchargement, etc. Très bien. Et préserver la batterie de son ordinateur parce que toutes les tâches intensives tournent sur le serveur. Voilà. Bon. Moi, je fais du Python, donc il n'y a pas vraiment de tâches intensives, mais voilà, si vous avez tout ça, ça peut être intéressant. Alors, évidemment, voilà, il y a des specs à savoir, hein, et la machine Linux doit avoir 1 giga de RAM minimum et 2 CPU minimum. Voilà, donc on va tester ça. Il y a un script d'install. Alors moi, je suis pas passé par le script d'install, mais on va regarder un peu comment ça fonctionne, ce script d'install, puisque du coup, moi, je l'ai installé autrement. Mais on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, moi, je l'ai déployé sur mon NAS, Synology. Et là, je vais le déployer sur un serveur de test pour vous montrer, refaire toutes les manips avec vous, et voilà. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors en début de vidéo, je vous expliquais que moi c'était pas la même install que ce qu'ils proposent sur le site, sur la page GitHub, pour la simple et bonne raison qu'en fait moi je l'ai déployé dans un Docker. Donc on va essayer leur script, je l'ai jamais fait, donc on va le faire un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. On va essayer de l'installer, donc installer code serveur de manière native sur le serveur, et ensuite on va l'installer avec Docker, donc on fera 2 installs, mais ça sera pour vous montrer un peu comment on peut faire. Moi, j'aimais bien l'option Docker parce qu'en fait, ça me permettait de déployer un environnement avec Docker Compose. Donc, on fera aussi le Docker Compose. Ça peut être pratique. Et comme ça, vous verrez à la fois code serveur, à la fois Docker. Ça fera une petite intro aussi. C'est pas mal. Donc, là, en fait, je vais me connecter à mon serveur SSH. Donc, enfin, ouais, je me connecte à mon serveur avec SSH, pardon. C'est le matin, encore une fois. Là, il est 9 heures, je me réveille. Donc, voilà. Donc là, je suis sur mon serveur. Je suis très content d'être sur mon serveur. Sur la page GitHub, on avait donc, il y a un petit script
enfin une commande curl, donc on va la passer tout de suite. Je vais juste voir que je suis bien dans le bon répertoire. Voilà, je suis dans mon répertoire home. On va copier-coller cette commande, qu'on trouve sur la page GitHub, qui est en fait là, l'option dry run, ça permet en fait de lancer la commande mais sans rien installer. C'est juste pour tester, voir si ça va bien fonctionner sur votre machine, sur votre serveur. Donc on va lancer ça, on va voir ce que ça fait, hein. Donc là, il me dit failing back. Donc voilà, il ne supporte pas le gestionnaire de paquets visiblement. Bon, on va voir un peu ce que ça fait, mais bon, après il dit c'est bon. Donc en fait là, comme il y a le gestionnaire de paquets, alors là moi je suis sur une Linux Mint, donc je ne sais pas ce qu'il intègre comme gestionnaire de paquets, mais visiblement comme il n'arrive pas à utiliser le gestionnaire de paquets de Linux Mint, qui est APT, hein, il me semble. Bon bah c'est pas grave, il l'installe quand même, mais à la main. Donc il va télécharger ce qu'il faut, il le déploie, etc. Et ensuite j'ai juste à lancer code serveur. Donc visiblement ça va s'installer. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va l'installer pour de vrai. Donc on enlève en fait la commande dry run. Donc c'est la même commande. Alors, je vous la remets. C'est la même commande, sauf qu'on efface en fait à la fin le dry run, les tirets, le S, voilà. Donc là, en fait, ça télécharge le script curl. Alors, vous pouvez le regarder, le script, hein. D'ailleurs, je vous invite à le faire, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait contenir des choses malveillantes dedans. Donc, le mieux, c'est d'aller jeter un œil et de regarder à quoi il ressemble. Donc, je vais vous le montrer. Hop, voilà, on le voit ici, il est là. J'ai ouvert l'URL. Donc là, bah voilà, hein, vous pouvez passer tout ça en revue pour être sûr qu'il n'y a pas de qu'il n'y ait pas de choses mauvaises dedans pour votre système, pour votre serveur, etc. Bon, moi, je fais confiance aux développeurs, hein, c'est quand même une boîte derrière, voilà. On sait jamais, on sait jamais. C'est toujours bien de vérifier. C'est pas très long en plus. Mais voilà, il n'y a rien de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu de suspect. Donc, on va le lancer et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, il va l'installer pour de vrai maintenant. On n'est plus en mode dry run. Donc, c'est parti. Et puis bah, je vous dis à tout de suite, hein. On va laisser dérouler l'install. Et puis, on va reprendre ça juste après. L'install est terminé. Ça a été assez vite en fait, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai coupé l'enregistrement, je l'ai relancé, enfin voilà. Donc là, il me dit que c'est installé dans voilà, à cet endroit-là. Et je peux étendre mon pass. Donc vous pouvez mettre ça ici, voilà, ou le mettre dans votre comment ça s'appelle, dans votre fichier d'environnement pour pouvoir y accéder. Enfin, une fois que vous tapez code serveur, normalement c'est dispo tout de suite. Donc là, je vais le lancer et on va voir ce qu'il me propose. Donc là, voilà, il me dit qu'il est lancé sur cette adresse IP, sur le port 8080. Alors moi, mon adresse IP, ça, c'est une adresse locale, hein, donc moi, j'ai l'adresse. On va voir si après on le configure ou pas, mais en tout cas, là, normalement, il fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On va juste regarder un peu où on en est. Donc, je vais ouvrir un navigateur et on va aller sur 192, 168, 0, 105, il me semble, 2.8080. Donc, c'est le port. On va voir si ça démarre. Donc là, visiblement, bah, il répond pas en fait. Enfin, il répond en local, mais il répond pas à distance. Donc je pense qu'il y a un petit souci de config. On va aller regarder un peu la configuration, justement. De toute façon, je voulais le faire pour regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Donc ça tombe bien. On va regarder un peu tout ça. Donc je vous propose, c'est qu'on ouvre la config et qu'on regarde ce que ça donne. Alors évidemment, le service peut être exposé via SSH, via des tunnels comme les tunnels de Cloudflare ou de Ngrok, ce genre de truc. Donc après, à vous de voir. Là, on est sur une install, on va dire classique. J'ai pas j'ai pas mis HTTPS, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment, vous irez lire la doc si vous voulez après le mettre en environnement de prod. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Donc bon, on va regarder ça. Donc on va ouvrir donc je vais stopper ça et on va ouvrir le fichier de conf. Donc le fichier de conf, il me l'a dit, il est là, voilà. Et ici ce fichier de conf là, donc c'est du YAML, on va l'ouvrir. Donc je lance la commande nano, je colle le truc et voilà. Donc là il me dit que l'adresse bind, effectivement c'est 127.0.0.1. Authentification par mot de passe. Il me met le mot de passe parce que oui, il protège en fait la session avec un mot de passe, donc vous pouvez le changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il me demande si j'ai des certificats ou pas, donc je vais mettre non pour l'instant, j'ai pas de certificat. Donc là je vais changer l'adresse IP. On va remettre celle qui est accessible depuis l'extérieur, hein, donc 192, 168, pardon, 0,105. Voilà, on va voir, on va enregistrer. Donc pour enregistrer dans Nano, il faut faire CTRL-O et CTRL-X pour quitter. On va le relancer et j'espère que cette fois, ça va passer. 192, 105, 2.8080. Voilà, là c'est bon. Donc là, ça a passé. C'était juste un problème de bind. Évidemment, j'ai pas sauvegardé le password, donc on va se reconnecter.
On va se reconnecter au serveur et d'ailleurs, on va changer le mot de passe. Ça sera fait comme ça. Donc là, je rouvre le fichier de config et mon mot de passe, je le change. Et je mets un mot de passe bidon, c'est juste pour la démo, hein. Je vous conseille de mettre un mot de passe plus sérieux. De toute façon, je vous montrerai après la page. Donc je mets un 2, 3, 4, 5, la page pour sécuriser bien ça en prod, hein. Là, on est vraiment sur du test. Donc c'est pas risqué, hein, mais voilà. Je rafraîchis ici. Et là, si je tape 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive ici. Voilà. Et donc là, j'ai mon Visual Studio qui est lancé immédiatement. Donc évidemment, là, je vais dire je comprends. Je peux choisir, donc là, on est sur la config, hein, donc je peux choisir un thème. Ensuite, il me demande un peu, enfin, il veut en savoir un peu plus sur moi, etc. Donc voilà. Voilà, c'est pas très grave, ça on s'en fiche, c'est le premier lancement, hein, donc ça c'est les petites questions qu'il pose. Et puis après, après c'est parti, hein, on fait un nouveau fichier et on fait, je sais pas, par exemple, on va l'appeler test.py. Voilà, donc là j'ai un fichier Python et je vais mettre, j'en sais rien, je vais mettre ceci est un fichier Python. On va pas commencer à coder un truc, on s'en fout, c'est juste pour la démo. Donc voilà, je le sauvegarde. Et alors, évidemment, où est-ce qu'il est sauvegardé? Il est sauvegardé dans mon répertoire Home. Puisque, alors je vais rouvrir je vais refaire un SSH. Je vais ouvrir une deuxième session sur mon serveur. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est bon. Donc là, si je fais ls, voilà, j'ai mon test.py qui est là. Alors évidemment, après, c'est à vous de spécifier un peu comment organiser tout ça, hein. Parce qu'on peut, comme dans Visual Studio, ici, on a le menu fichier, on peut créer, voilà, on peut ajouter des folders. Donc voilà, si par exemple je fais un nouveau dossier, admettons que je crée ici, je fais dossier code, je l'appelle code, d'accord? Maintenant, je vais créer un nouveau folder. Alors, on va recommencer. Fichier, ajouter un folder au workspace et je l'appelle code. Voilà. Et je fais OK. Donc là, voilà, là j'ai un environnement, bon, il est en train de se recharger, mais en gros, j'ai un workspace qui n'est pas sauvegardé, donc je vais le sauvegarder. C'est un environnement de développement. Voilà. Dev, voilà, je vais l'appeler dev, on s'en fout. Et donc là, j'ai mon espace de travail qui va écrire, tout ce que je fais en fait dans l'espace de travail sera dans le répertoire code. Donc là-dessus, après, on est tranquille, quoi. Je peux faire hello.py, ça va me créer un script Python. Et si je vais dans le dossier code ici de l'autre côté, ls, voilà, j'ai hello.py qui est mon fichier Python que j'ai créé. Donc là-dessus, voilà, on a l'install qui est posé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc là, vous pouvez vous arrêter là, en fait, hein, si vous voulez. Je peux vous montrer deux choses importantes. L'exposition sur Internet. Donc si vous voulez exposer, c'est-à-dire mettre en ligne vraiment sur une URL, un vrai truc où tout le monde a accès, il vaut mieux le sécuriser parce que vous pourriez vous faire pirater votre code serveur parce que juste un simple mot de passe pour la vérif, c'est pas suffisant. Donc là, il y a toute une page sur coder.com dans la doc qui explique en fait ce qu'il faut faire en fait. Donc on a du port forwarding, on peut mettre ça en place, on peut utiliser Let's Encrypt. Donc voilà, il y a plein de... Donc là, ils disent Caddy, qui est voilà, un système qui permet aussi d'avoir le petit serveur web qui va bien. On peut avoir Let's Encrypt avec Nginx. Donc voilà, on peut comme ça mettre en place quelque chose qui est plus robuste avec des certificats, avec voilà, l'authentification aussi, avec d'autres certificats auto-signés, utiliser un sous-domaine, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque on rentre vraiment dans la technique pure et dure. Là, l'idée, c'est pas de vous faire un tuto sur comment on met en prod un code serveur, hein. Vous vous débrouillerez, je pense que vous savez faire. En tout cas, voilà, la doc est là, tout est expliqué, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est pas de la sorcellerie, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Alors, le fichier de config, on l'a vu rapidement. Alors, je pense que la config, il doit y avoir des choses un peu plus détaillées au niveau du fichier de config, mais j'essaierai de vous trouver ça après. Moi, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on l'installe avec Docker, comment on déploie ça dans Docker, parce que c'est un petit peu différent. Et donc, ce que je vous propose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un Docker Compose ensemble pour pouvoir déployer une instance de code serveur très facilement. Voilà, donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors, je suis de retour sur ma machine, sur mon serveur. Donc là, je suis reparti dans un état normal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
il n'y a plus code serveur installé. Là, j'ai rollbacké, on va dire, l'install. Donc là, maintenant, ce qu'on va installer, c'est Docker Compose. Alors, pour expliquer un peu le truc, Docker, vous connaissez probablement. Ça permet de lancer des conteneurs virtualisés, en fait, qui vont contenir vos applications. Et Docker Compose, c'est un outil qui permet de coder je sais pas comment on appelle ça, en YAML, coder en fichier texte des installs des déploiements, des installs de Docker. Docker Compose, on peut l'installer de plein de façons différentes, hein. Alors, je pense que sous Linux, enfin, si on utilise un gestionnaire de paquets comme apt, etc., on doit pouvoir l'avoir aussi. On va voir un peu ce qu'ils ont là. Ils ont les points .deb, etc. Donc, je vais prendre par Ubuntu. Et on peut voir qu'il y a voilà, des histoires d'install qui sont possibles en rajoutant les dépôts de Docker, etc. Et ensuite, on installe ceci, en fait. Docker CE, Docker CLI et container.io. Vous pouvez aussi l'installer de manière plus traditionnelle en allant récupérer le script d'install et en le lançant, et ça va se déployer comme ça. Vous pouvez aussi l'installer avec pip, l'outil le packet manager de Python, hein. Voilà, donc vous pouvez l'installer comme ça. Si vous êtes sous Windows ou sous Mac, il y a aussi moyen de l'installer. Voilà. Bon, bref, tout est décrit. Moi, je vais essayer avec apt et puis on va voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne pas, bah, on fera une install classique. Donc, je vais faire juste un sudo apt update et ensuite, je vais installer ça sur mon serveur. Donc là, je fais juste la mise à jour des dépôts. Voilà, c'est terminé. Donc normalement, en théorie, ça devrait fonctionner. Alors, je vais faire sudo apt install. Et là, je vais installer donc Docker. Je sais pas si l'auto-complète. Si Docker. Et on a Docker Compose qui est dispo aussi. Donc je vais installer Docker et Docker Compose. Voilà. Donc c'est les paquets qui sont proposés sur Ubuntu. Comme ça, j'aurai les deux outils. J'aurai à la fois Docker pour lancer les VM et Docker Compose pour lancer les installs. Maintenant que c'est installé, ce que je vous propose, c'est qu'on installe, enfin qu'on crée le fichier qui va permettre à Docker Compose de déployer l'install. Là, on va aller voir, on va aller sur le hub de Docker et on va chercher en fait le code serveur qui m'intéresse. Donc c'est sur les dépôts de Codercom. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous cherchez Codercom et vous voyez Codercom, ils ont plein de trucs, hein. Voilà, ils ont plein de trucs. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais le premier m'intéresse, c'est code serveur. Donc voilà, ça c'est une install, on va dire standard de code serveur au travers de Docker. Donc vous pouvez avoir ce truc, mais bon, c'est ça qui nous intéresse surtout. Donc on va faire un fichier YAML. Alors je vais le coder comme je suis pas censé avoir Visual Studio. Je vais peut-être pas le coder comme ça, mais bon, je vais quand même utiliser Visual Studio. Vous pouvez le faire avec un éditeur de texte lambda. De toute façon, je vous mettrai le code. Vous verrez le truc, mais ça sera pas, c'est pas très méchant. Vous allez voir. Comme ça, on va faire un Docker Compose et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai lancé mon Visual Studio, mais en local. Voilà. Mais vous pouvez le faire avec un bloc-notes, avec ce que vous voulez, hein. N'importe, c'est du code, hein. C'est du code type XML, donc vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler docker-compose.yml. Donc ça, voilà, ça va être la partie, enfin YML, pardon. C'est pas AML, c'est du YAML, mais c'est YML. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier. Donc maintenant, on va spécifier la version. Alors la version, je ne sais pas à la combien on est. Moi, je vais mettre la 3.9. Donc ça, c'est le format du fichier Docker, enfin fichier YAML, pour que Docker sache comment l'interpréter. Hop, voilà. Alors ensuite, on va créer des services. Alors les services, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez mettre plus de trucs, par exemple déployer un Nginx, une base de données, etc., il vaut mieux les regrouper dans une partie services. Donc je crée un service que je vais appeler Docker.com ou Docker Server, comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui l'appelez, ça va être le nom de votre instance Docker. Ensuite, on va spécifier une image. Donc image, et l'image, alors là, il me met tout, mais c'est pas grave. Ça, c'est si vous vous demandez comment tout ça est apparu, regardez ma vidéo sur GitHub Copilot, ça vous aidera. Donc là, on va mettre l'URL en fait enfin le chemin, c'est coder/coder server. Voilà. On peut regarder sur la page ici, donc c'est ça en fait, hein, coder.com/code server.
coder.com, alors on va le remettre, coder.com /code server. Voilà, c'est ça, il n'y a pas plus à chercher. Vous pouvez aller voir les tags si vous voulez des versions spécifiques. Si vous voulez tout le temps la dernière version, vous mettez comme ça latest, L-A-T-E-S-T. Voilà. Si vous voulez la version par exemple 4.02, bah, il aurait fallu écrire 4.02 à la place de latest pour avoir tout le temps la 4.02. Là, moi, je veux tout le temps la dernière version. Ensuite, on va mapper les ports. Donc les ports, bah, vous pouvez choisir avec SSL, sans SSL, etc. Donc 80-80, ça c'est le port sur mon serveur. Donc dans la machine Docker, ça sera le 80-80 et je vais le mapper à l'extérieur avec le 80-80. Je peux aussi mettre un port 443, donc c'est le port avec SSL. On va voir si ça fonctionne. On testera. Alors ensuite, là, c'est la grosse partie intéressante, c'est la partie volume. Alors les volumes, c'est quoi? Alors il faut comprendre que les machines Docker, ce sont des machines qui sont éphémères. C'est-à-dire que si vous les éteignez, si vous redémarrez votre serveur, etc., vous perdez toutes les modifs qui ont été faites dans l'environnement. Donc bah, c'est dommage, mais en même temps, c'est normal et tant mieux parce que ça permet comme ça de pouvoir en déployer, de pouvoir en éteindre, etc. Mais par contre, vos données persistantes, donc c'est-à-dire la donnée de la config plus ce qui concerne votre code en lui-même va devoir se trouver dans des volumes, donc c'est-à-dire du mapping entre ce qu'il y a au niveau de ce qui est en local chez vous, ici, c'est la première partie, et comment ça va être vu dans le Docker. Donc moi je vais faire deux choses, alors je vais remplacer ça. Au niveau de mon serveur, ici, là, voilà, ls, on va créer un nouveau dossier, donc je vais l'appeler coder, ouais, coder server, on va l'appeler comme ça. Et dans coder server, je vais créer deux dossiers. Je vais créer un dossier pour la conf et un dossier pour le code. Ok, donc ça va pas être compliqué. Donc je vais faire mkdir conf et mkdir code. Voilà. Donc d'un côté, je vais stocker la configuration de coder server et de l'autre, ça sera juste mon point d'entrée pour tout ce qui est code. Donc une fois que j'ai ça, hop, voilà, c'est ce chemin-là. Voilà, donc je vais mettre le chemin, on va dire, entier ici. Donc je vais faire ça et là, je vais l'appeler conf, deux points. Et puis, ouais, ça, on verra après. Et en dessous, je vais mettre la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit conf, ce sera code. Vous pouvez mettre data, enfin si vous voulez appeler data, il faudra mettre data, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, et là ensuite, en face, il faudra mettre les chemins d'accès. Donc le chemin d'accès pour l'install de coder server, donc c'est-à-dire pour la configuration, ça se trouve dans /root /local /share /code-server. Voilà, donc c'est ce dossier-là en fait. On ira le voir après si vous voulez. Et ensuite, ici, moi, au niveau local, c'est home /coder/project. Alors pour ceux qui seraient un peu perdus, parce que c'est pas facile à comprendre au début, d'un côté, vous avez votre ordi à vous, enfin votre serveur à vous, et dedans, vous avez une machine virtuelle, Docker, coder server. Dans cette machine virtuelle, quand coder server fonctionne, il va aller chercher sa config à cet endroit-là. Et il va aller chercher le point d'entrée de tous vos projets de code à cet endroit-là. Maintenant, ces trucs-là n'existent pas chez vous. Donc, il faut les mapper, il faut faire un mapping. Et donc, on lui dit, bah, home /coder-project, tu vas aller le chercher ici, sur ma machine, mon serveur, quoi. Donc, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure. Et la conf, pareil. Si on ne le faisait pas, par exemple, pour la conf, à chaque fois qu'on relance une instance de coder serveur, bah, il va nous redemander la même chose, quel thème on veut, etc. Il va nous refaire une conf, en fait, tout simplement. Alors que là, si on le relance, il va aller chercher la conf telle qu'elle est, et donc du coup, il va pouvoir, comme ça, avoir ce qu'il faut, en fait. Ensuite, on peut avoir des variables d'environnement. Donc là, moi, ce que je vous conseille de mettre en variable d'environnement, alors je vais virer celle-là, c'est la variable user. Vous pouvez mettre ça. Après, on peut spécifier par une variable de langue, etc. Mais bon. User, on va l'appeler coder, voilà, pour lui dire d'utiliser l'utilisateur coder. On va lui dire aussi que mon Docker user, donc pour le mapping de user, bah moi c'est, alors c'est pas root, ça va être Corben, je crois. On va voir. Sinon vous mettez root.
On va voir si ça passe. Et puis, on peut lui spécifier le password. Parce que là, vous avez vu tout à l'heure, on a mis un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Si on redéploie, à chaque fois, il génère un mot de passe différent. Donc, on va remettre 1, 2, 3, 4, 5. C'est mon mot de passe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est les variables, en fait, on va dire standard qu'on peut appliquer au niveau de l'install. Donc, voilà, on a notre conteneur qui est décrit, en tout cas, voilà. On peut aussi mettre vous savez, des histoires de restart, hein, si vous voulez. Par exemple, si le processus est shooté, il peut avoir un restart always, voilà. Ou je crois que c'est ça, hein, c'est always. Donc voilà, ça veut dire qu'une fois que ça s'arrête, il redémarre à chaque fois. Et on a le Docker Compose qui est créé, tout simplement. Donc maintenant, on va le tester, on va le lancer. Alors pour l'instant, là, il est en local chez moi, hein, donc je vais le copier-coller et je vais créer un Docker Compose sur mon serveur. Donc ici, voilà, on va faire un nano docker compose.yml. On va voir si ça marche, si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Je colle ici, j'enregistre, j'ai mon fichier donc Docker Compose qui est là. Maintenant, on va le lancer. Alors pour lancer ça en mode normal pour le tester déjà, on va faire un docker donc on lance la commande docker-compose et on fait juste up. Lui va détecter en fait le fichier courant dockercompose.yaml. Et là, il me dit, voilà, la variable user ne contient pas d'espace blanc. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû mettre un truc, je sais pas, on va aller voir ça. Donc, je vais le rééditer. User, qu'est-ce que j'ai mis? Tac, 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 tac. Hop, on va enlever les espaces ici. À mon avis, c'est juste ça. Tac, je recommence. Voilà, donc là, il me dit, ça marche pas. Bah, j'ai pas les permissions. Donc, il faut la lancer avec la commande sudo. sudo. Je tape mon mot de passe. Voilà, et là c'est parti. Donc là, ce qu'il fait en fait, c'est que il est en train de regarder si l'image existe au niveau de mon Docker. Là, il dit que l'image n'existe pas, et donc il me demande si je veux la télécharger. Donc je vais dire oui. Donc là, il va récupérer l'image. Cette erreur me dit qu'en fait, il me dit que l'image n'existe pas. Voilà. Donc je vais vérifier. On va aller voir si je ne suis pas trompé. Je vais relancer. Attendez, hop, je vais revoir le hub. Il est où le hub? Il est là, voilà. Et donc, c'est coder.com/code-server. Et là, j'ai mis coder-server. En fait, je me suis planté dans le nom. Donc, voilà, c'est bien, c'est pour vous montrer un peu, bah, voilà, aussi, que l'erreur est humaine, hein, les développeurs sont humains. Je ne suis pas développeur en plus. Voilà, donc je corrige code server, je sauvegarde, CTRL-O, CTRL-X pour sortir, et je le relance. Donc là, il va voir que l'image n'existe pas, et il commence à la télécharger. Donc c'est parti. Je ne sais pas combien elle pèse, hein, mais bon, on va regarder. Elle fait 961 mégas, visiblement. Donc voilà, c'est en train de récupérer ces 961 mégas. Et ensuite, ça va me lancer ma config qui va aller avec bah, tout ce que j'ai décrit, c'est-à-dire l'IP, les volumes, etc. Donc on va voir déjà s'il ne se plante pas au niveau des volumes, si je ne me suis pas trompé, etc. Voilà. Alors vous préférerez peut-être faire l'install, on va dire classique, hein, celle qu'on a fait juste avant, mais c'est une install qui n'est pas virtualisée, hein, donc du coup, vous pouvez pas facilement la redéployer. Enfin voilà, ça peut s'automatiser aussi, mais si vous voulez automatiser tout ça, c'est quand même plus sympa de pouvoir le faire avec cet outil avec Docker, pardon. Alors j'ai encore une erreur, voilà, il me dit qu'il n'arrive pas à lancer le système parce qu'il me dit que le port est déjà pris. Alors le port 443 a l'air pris, donc on va l'enlever, hein. Je ne sais pas pourquoi il est pris, il doit y avoir déjà un truc qui tourne dessus, donc c'est pas grave. On peut mettre aussi, on va le mettre par exemple sur... alors je pense que... Je sais pas de quel côté c'est pris, parce qu'à mon avis, l'image là, elle est censée fonctionner. Endpoint, bind, fail, ok. Alors je sais pas de quel côté elle est prise, parce que je connais pas l'erreur. On va déjà essayer, on va mettre un 8 devant. On va déjà essayer de voir si c'est ça, hein. Donc c'est bien en debug en même temps. Au moins ça vous met dans les bonnes conditions. Donc là il va pas tout retélécharger, vous voyez. Donc c'était bien ça. Donc en fait j'ai déjà un service en 443 qui tourne sur mon serveur, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc là il est lancé en fait, hein. Voilà. Donc là il est lancé. On va regarder un peu si on y a accès et on va voir ce que ça donne. On devrait y avoir accès sur cette URL là. On pourra regarder ça aussi. Donc 192 105, voilà, ça c'est mon URL, 2.80, 80, c'est là-dessus que je l'ai fait pointer. Donc là, il se lance, ça fonctionne,
Il m'a pas demandé le mot de passe parce que tout à l'heure, je l'ai mis le mot de passe en fait. Et il l'a gardé en mémoire parce que c'est sur la même adresse. Et si je mets 8443, je sais pas s'il m'a déployé le certificat et tout ça. On va essayer, je dois pas être en HTTPS. On va voir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc après, là, bon, là, sur l'install chiffré avec le HTTPS, je vais pas vous la faire parce que faut mettre en place le certificat, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, là, c'est pour des fins de démo. J'ai pas trop envie de m'embêter la vie avec ça. Mais voilà. Donc là, il est installé. Ok, je comprends, très bien, machin. Et donc, bah, on va voir si j'ai bien mappé les trucs. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un dossier project qui est ici. Et si je fais un nouveau fichier dedans, on va l'appeler test en majuscule, .py. Voilà. Maintenant, on va voir sur mon serveur si... alors, je vais rouvrir une nouvelle instance. On va voir si sur mon serveur, j'ai accès à ce truc, s'il l'a mis ou si je suis encore en local. Enfin, en local dans le Docker. Donc, je vais aller dans... c'était dans quoi déjà? Dans Coder Server. J'ai appelé ça Coder Server. Ici. Et je vais aller dans Code. CD, Code. Code, voilà. Hop, ls. Et vous voyez, mon fichier test.py, il est bien là. Donc ça, c'est bon. Et si je vais dans conf, ls, j'ai rien du tout dans conf. Donc je suis pas sûr que la conf ait fonctionné. On va voir, on va essayer de voir si on peut changer un thème ou un truc comme ça pour qu'il y ait quelque chose qui s'applique au niveau de la configuration. Alors où est-ce que c'est pour changer les thèmes? Ça doit être là-dedans, dans fichier, non. Terminal run, je sais pas, view peut-être. Voilà, apparence, non. Commande palette, éditeur layout. Bon, admettons que je veux le splitter à droite ici. Normalement, c'est une conf. Hein. On va voir si j'ai une conf qui s'est lancée. Non, j'ai pas de conf. Comment est-ce que je peux le reset ce truc? Je vais installer une extension. On va installer une extension au pif. Python, par exemple. Voilà. On installe. Donc oui, je vous ai pas parlé hein, des extensions dans VS Code, mais je vous montrerai après. Parce qu'effectivement, on peut pas installer des extensions officielles de code serveur, enfin de Visual Studio Code. En tout cas, pas facilement parce que c'est pas la même techno. Visual Studio Code, c'est en local et on a la marketplace de Microsoft, etc. etc. Là, c'est un peu différent. C'est des dépôts d'extensions qui sont propres code serveur. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il n'y aura pas forcément tout ce que vous voulez. Donc, à voir. Si c'est pas dedans, par exemple, Copilot n'est pas dedans. Copilot de GitHub, en tout cas, la dernière fois que j'ai testé, n'est pas dedans. Mais je vais quand même vous montrer comment on l'installe après. Donc, voilà. Après, voilà, il y a du coup, ça me rajoute des choses. Et je peux avoir accès comme ça. Hello. Donc là, j'ai la syntaxe, puis j'ai installé l'extension Python, etc. Donc maintenant, on va voir si j'ai de la conf là-dedans. Non, j'ai pas de conf, alors j'ai pas de conf là-dedans. Donc je pense que la conf, elle va pas être conservée. J'ai dû me tromper. On va voir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la machine Docker et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais ici, je vais shooter... alors regardez, hop, on va regarder ici parce que du coup, ça va me permettre de voir un peu où est la conf dans ici. Voilà. User data dir est dans .local share code server. J'ai dû me tromper en le mettant dans le fichier YAML. Et on a... Donc ça c'est bien parce qu'il le dit au début. Ça y est, je suis perdu. Ici, voilà. Donc ça, je vais le récupérer. Voilà. Et le fichier de config, lui, il est dans ./config, code serveur, config YAML. Ça, c'est pas très grave parce que ça, en fait, c'est déployé au niveau du Docker Compose. Donc ça, on n'en a pas besoin parce qu'en fait, c'est des variables d'environnement qu'on a passées dans le Docker Compose. Par contre, ça, on a besoin de le mapper pour que ça fonctionne. Puisque là, effectivement, c'est pas mappé. Là, maintenant, je vais shooter... il s'est arrêté. Donc là, normalement, il devrait plus fonctionner. Si je fais quitter la page, je devrais tomber sur une erreur. Voilà, il se passe plus rien là. Il répond plus. Voilà, il est HS. Donc maintenant, je vais le relancer. Enfin, je vais aller voir le fichier ici. Et je vais regarder si je me suis pas trompé au niveau du dossier. Alors, c'est .local share coder server. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. J'ai écrit coder server. Je sais pas pourquoi, ça rentre pas dans ma tête. Alors qu'en fait, c'est code server. Donc, je supprime ça. Pour supprimer une ligne sur Nano, il faut faire CTRL-K. Voilà, vous faites CTRL-K, ça supprime toute une ligne. Donc là, voilà, c'est un exemple encore que je me suis planté. Même erreur, même joueur, recommence, c'est parti. Donc je relance tout, voilà, c'est lancé. Donc là, normalement, bon là pour l'instant j'ai rien, je vais rafraîchir. Voilà, il me recharge, je n'ai même pas besoin de rafraîchir, il détecte et recharge automatiquement.
Voilà, donc là, par exemple, mon extension, elle est plus installée. Vous voyez, j'avais un petit module Python ici, c'est plus installé. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de le réinstaller. On va voir si ça fonctionne. Je vais réinstaller ce module-là, hein, qui est plus installé puisqu'il ne l'a pas redétecté. Et on va voir s'il écrit des choses, du coup, dans la conf. Alors, je vois ici que bah, il n'est pas prêt de l'écrire parce que moi, en fait, j'ai mis en route et en fait, il utilise le user coder. Je sais pas pourquoi moi je l'ai mis en route, mais ouais, je me suis trompé encore. Désolé. Mais voilà, ça vous montre un peu les erreurs qu'on peut faire. Donc là, je le stoppe. Ça sert à rien que je me mette en tête là-dessus. Je réédite mon fichier Docker Compose. Et plutôt que de lui dire d'aller dans route, on va lui dire d'aller dans home. Enfin, c'est la même chose qu'en dessous, hein, slash coder. Je pensais que ça se lançait en route parce que j'avais une install comme ça. Donc là, apparemment, c'est pas le cas. Je sais pas de quand date cette image. J'ai pas regardé. Mais elle a été publiée il y a 10 jours. Ah ouais, j'ai peut-être fait il y a plus de 10 jours et c'était un peu différent. J'en sais rien. On va voir. Donc là, je refresh, hein. Normalement, le codeur est lancé. Enfin, le serveur est lancé, hein, on le voit ici. Voilà, nouvelle connexion établie. Alors là, pour l'instant, je l'ai dans le terminal parce que j'ai envie de voir les messages d'erreur, etc. Mais après, je vais vous montrer comment on le lance en mode démon. C'est-à-dire lancer automatiquement, quoi. Donc, je réinstalle. Normalement, si je vais ici, je dois avoir ce qu'il faut. Voilà, enfin. Donc là, dans mon répertoire de conf, j'ai bien mes fichiers qui se sont créés. D'accord? Donc là, par exemple, j'installe l'extension Python. On va attendre, hein, le temps qu'elle s'installe. Elle est en cours d'install. Voilà. Là, elle est installée. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je... Alors là, je vais shooter le service. Donc, je shoot coder server. Code server, je l'ai mal nommé. Ça, c'est même là, je l'ai mal nommé. On va le rechanger aussi. Donc, c'est bien code server. Il faut que je répète ça, code server. Regardez, ici, je l'ai appelé codeur server. Donc, voilà, renommer en code server. Voilà, CTRL O. Donc là, maintenant, je vais le lancer en mode démon. Donc, pour lancer en mode démon, il faut juste rajouter le paramètre "-d" après le Docker Compose Up. Donc, vous le lancez comme ça. Voilà. Là, il est lancé en démon. Donc, c'est-à-dire qu'il tourne, quoi. Voilà. Là, il tourne comme ça et vous pouvez fermer la console, fermer le terminal. Vous aurez ce qu'il faut. Et là, vous voyez, si je retourne sur l'extension Python, ça me dit bien que c'est installé. Enfin, voilà, je peux la désactiver, la désinstaller, etc. Ça fonctionne. Enfin, je veux dire, là, je ne perds pas l'environnement. Donc là, on a réglé le problème. On a à la fois un environnement enfin, le paramétrage de Visual Studio Code de code serveur qui est sauvegardé et on a ce dossier là, project, qui map sur mon répertoire code. Donc là, quelque part, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Maintenant, je peux déployer cette machine sur voilà, ce Docker Compose comme je veux, quand je veux, la relancer, etc., la mettre à jour, etc. Sachant que ma conf est sauvegardée, mon code est sauvegardé. Alors une fois encore, c'est pas quelque chose là à mettre en prod, hein. Si vous le mettez en prod, il faudra bien sûr mettre le HTTPS, mettre des systèmes de protection comme on a vu tout à l'heure, etc. Donc voilà, faudra pas mettre ça. Là, on est vraiment sur du test pur et dur. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on installe une extension qui n'est pas dans le store ici, parce qu'on a donc les extensions ici du store. Qui sont un truc un peu spécial, mais par exemple il n'y a pas GitHub Copilot, donc du coup on va s'y intéresser et je vous propose qu'on installe GitHub Copilot. Donc là c'est juste ce qui est installé là, pour l'instant. Si vous faites des recherches, par exemple, je sais pas, je tapais Open, voilà ce qu'il me propose. Voilà, là il me propose plein de plugins, d'extensions, etc. Donc ça c'est très cool, hein, vous pouvez utiliser celle-là. Mais s'il y en a une qui n'est pas dispo, je vous montre tout de suite comment on fait. Alors je prends l'exemple de GitHub Copilot parce que c'est un truc qu'on a mis en place dans une des dernières vidéos. Si vous n'avez toujours pas accès, enfin si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder cette vidéo et à vous sign up sur copilot.github.com pour pouvoir avoir un accès parce que voilà, faut une clé, etc. Donc on peut pas juste l'installer et l'utiliser comme ça. Donc une fois que vous avez votre accès, il va falloir installer l'application et ensuite l'autoriser. Voilà. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, il nous faut pour ça un VSIX. Alors, VSIX, c'est les extensions VS Code qui sont, on va dire, exportées. Et voilà. Donc, VSIX, on va chercher Copilot. Alors, je ne sais pas sur quel site ça se trouve. Mais ouais, voilà, c'est ça. On a vsixhub.com. Il y en a plusieurs. Il y a différents, voilà, on a celui-là. Donc je vais ouvrir le fichier. Donc V6 Hub, voilà, je vais essayer de prendre le bon. Alors on va aller sur le site et on va taper juste Copilot pour être sûr d'avoir la dernière version. Copilot, c'est celui-là, visiblement c'est celui-là, hein, parce que seul le reste c'est des bêtas. 7.5.3, ouais, ok.
Donc là, on regarde bien si on a la dernière version. Donc je pense qu'on est bon, parce que les autres, c'est là, on a les versions précédentes, hein, 11 février, etc. La 5003. Et là, on est sur la 5067. Donc c'est bien la dernière. On va la télécharger. Voilà. Alors là, on peut la télécharger en local. Moi, je vais la télécharger sur mon serveur. Donc vous pouvez l'envoyer sur votre serveur après ou pas. Mais bon, moi, je vais faire un petit wget et je vais la récupérer sur le serveur. Je vais fermer ça parce qu'on n'y voit plus rien. Hop, ça j'enlève, voilà. Donc je vais le mettre, je vais pas le poser dans la conf, hein, je vais le poser là à la racine. Je vais faire un wget, je vais coller le lien. Est-ce qu'il me l'a pris ou pas? On va voir. Je pense pas qu'il l'ait téléchargé, non, il n'a pas pris. Alors évidemment, c'est parce que c'est une URL qui est redirigée. Voilà, j'enlève le log que ça m'a créé. Du coup, on va le télécharger ici. Alors comme ça passe pas, on va essayer de le transférer avec Visual Studio Code, enfin avec code serveur. On va voir si ça passe. Je vais relancer mon code serveur, bah, il est là, voilà, ici. J'ai mes dossiers ici. Je vais voir si je peux juste glisser-déposer ce que j'ai récupéré en local. On va voir si ça passe. Donc je vais le mettre dans... Alors pas dans la config, je vais le mettre dans le projet là, et puis je le déplacerai après. Donc là, voilà, il me l'a bien uploadé, donc ça c'est cool, c'est pratique aussi, hein, pour envoyer des fichiers sur le serveur. Donc si je vais dans code ici, on va y arriver. Voilà, ici j'ai bien le Copilot V6. Donc je ne vais pas le mettre dans le code parce que, enfin si, je vais le laisser là pour l'instant parce que je vais l'installer. Donc voilà. Donc ensuite, comment on installe une extension à la mano? Bah, il faut aller au niveau des extensions ici et là vous avez 3 petits points là-haut. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites install from V6, V6, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et là vous allez dans le dossier dans lequel se trouve l'extension. Donc là, vous voyez, en bas, il commence à l'installer. Il installe, et là, il me dit Sign in to GitHub. Alors, vous voyez pas parce que je suis devant. Hop, je vous le mets là. On va réduire la fenêtre. Voilà. Vous voyez en bas, là, il me met Sign in to GitHub. Voilà. Il veut que je me sign dans GitHub. Alors, c'est là où il ne faut pas se planter, parce qu'après, c'est un peu galère. Donc, il faut que vous soyez déjà authentifié au niveau de GitHub. Et je vais vous montrer comment on fait, en fait, tout simplement avec l'install. C'est pas trop compliqué. On va cliquer sur Sign in to GitHub et on va dire autoriser. Là, il va me dire continuer. Ok, je fais continue et il me dit que je suis interdit. Alors, c'est normal qu'on ait l'erreur parce qu'en fait, Visual Studio Code n'est pas installé en local, hein, il est sur une autre machine, donc du coup, il n'y a pas l'association qu'il faut et il faut passer par une URL spéciale. Je vous la mettrai dans les commentaires de la vidéo. Alors par contre, il va falloir être rapide parce que ça, il y a un petit timeout en fait, il y a un petit délai. Donc je vais essayer d'aller vite. Vous allez voir. Je vous réexpliquerai après s'il y a besoin, mais pour associer. Donc je vais recharger Visual Studio, ok. Je vais cliquer ici sur Je comprends. Là voilà, il est en train de charger tout. J'attends qu'il ait fini. Et là, vous voyez en bas, il me dit Sign up GitHub. Ok. Donc je clique sur Sign up GitHub. Il m'envoie vers une URL ici, dans laquelle il y a un code ici. Hop, on recommence. Voilà. Dans lequel j'ai un code ici, qui est un code qui s'appelle state. Voilà, donc je vais le flouter moi de mon côté, pour pas que vous puissiez le voir. Mais ce code, il faut le sauvegarder. Donc là, je le sauvegarde pour l'instant temporairement. Ensuite, j'ai une URL que je vais vous passer également. Vous collez cette URL, elle ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir, mais elle est un petit peu différente. Et on a ici des accolades avec la mention token. On colle ça, on colle son code, en fait, on remplace token et on fait continuer. À partir de là, il va me proposer ici un petit VS Code, là, une petite URL aussi qu'on prend. Et en bas ici, il y a l'information sign in to GitHub dans code serveur. On colle, on fait entrer. Et normalement, c'est bon. Là, il me demande si je suis d'accord pour la télémétrie, etc. Bon, on va faire OK. Et là, je suis bien connecté avec Copilot. Donc là, après, je peux l'utiliser. Voilà. Donc, par exemple, si je fais... là, je peux l'utiliser comme je vous ai montré dans la vidéo. Hein. To numbers, voilà. Par exemple, je crée une fonction pour ajouter deux nombres. Et voilà, il me l'auto-complète, il me la crée. Ça c'est en place. Donc maintenant, Copilot est activé. Et si je recharge mon navigateur, voilà, si je quitte ici, je recharge, on voit bien que en bas ici, on va le voir, voilà, Copilot, il va se recharger. Voilà, il est là, c'est le petit lapin ici, là, le petit truc, là, voilà, hop, il est là. Et il est bien installé, et il est bien associé, donc je peux le réutiliser. Maintenant, l'intérêt d'avoir fait aussi au niveau de la conf, une conf comme on a fait avec Coder Server, c'est qu'on n'a pas besoin, avec Docker Compose, pardon, c'est qu'on n'a pas besoin de tout redéployer, enfin
de conserver, on va dire, toute l'install de Docker, enfin toute l'install comme elle était au niveau de, enfin une install normale, on va dire, parce que là, ça voudrait dire sauvegarder les répertoires .local, etc. Enfin bon, c'est pas forcément pratique. Là, au moins, je sais que je sauvegarde ces trois trucs-là, Docker Compose et code, et j'ai une VM qui est toujours à jour, qui peut toujours tourner, etc., etc. Donc par exemple, si je la shoot, la VM, là, je vais faire Docker Compose down pour l'arrêter. C'est pour vous montrer comment on l'arrête. Voilà, donc là, il va l'arrêter. Donc si je fais un Docker PS, je vois bien que... Alors, il faut que je fasse un petit sudo. Docker PS, bon ça, j'ai des vieux trucs dessus qui tournent, mais on voit pas, il n'y a pas ce qui m'intéresse au niveau de Copilot. Donc voilà, c'est pour ça que mon port 443 était pris tout à l'heure, parce que j'avais fait une vidéo aussi sur KSM, je vous invite à la regarder si c'est pas fait. Mais voilà, vous voyez, port 443, il était pris ici. Donc du coup, là, j'ai plus accès à Copilot, enfin, j'ai plus accès à Code Server. Voilà, là, ça charge pas, il se passe rien, j'ai le petit sablier là-haut. Bon, ok, très bien. Maintenant, je vais le relancer. Donc, je le relance avec le démon. Voilà, comme ça, il tourne. Je recharge la page ici. Il recharge, il ne me redemande pas le mot de passe, hein, ce qui est tout à fait normal. Voilà, il me dit je suis sur une connexion non sécurisée. J'attends que le petit copilot se charge là en bas. Voilà, il est chargé et il est bien activé et je peux continuer à l'utiliser. Voilà, ça me rouvre là où je m'étais arrêté. Et puis il me propose des trucs, regardez, hop là il me propose, donc je vais juste appuyer sur Tab et l'auto-complète. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour, hein, j'espère que ça vous aura plu. Donc pour résumer, cette vidéo vous explique comment installer un serveur Visual Studio, en gros Visual Studio Code, sur votre serveur, soit de manière traditionnelle, soit en utilisant Docker. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment on fait en sorte pour que les fichiers de config et le code restent persistants hors de Docker. Et bien sûr, comment on installe une extension qui n'est pas dans le menu des extensions de code serveur. Comment on installe une extension voilà, récupérée, téléchargée à partir du marketplace de Microsoft. Et surtout, comment on l'active dans le cadre de GitHub Copilot, pour ceux qui ne pourraient plus se passer de cette vidéo, de cette extension, pardon. Et vous pouvez retrouver évidemment la vidéo avec Copilot où je vous explique tout dedans. Et voilà, donc je pense que la boucle est bouclée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de sécuriser après le truc en lisant un peu la doc, hein. Une fois encore, moi je vous fais juste une intro, une petite mise en bouche. Voilà, je vous fais découvrir un peu le truc. L'idée, c'est pas ensuite de lancer une install trop complexe, etc. Après, c'est à vous de creuser et je vous laisse faire votre propre config en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous aurez un serveur de code, un IDE en ligne et vous pourrez y accéder pour coder, reprendre vos projets, coder dessus de manière tout à fait normale, mais au travers du navigateur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci pour votre soutien, cher Patreon. Si vous voyez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné à Patreon, bah, allez cliquer sur l'URL sous la vidéo, patreon.com/Corben. Vous pouvez me soutenir et donc accéder à du contenu en exclusivité, en avance, etc. Ce genre de vidéos, et voilà. Et puis, puis c'est bien, c'est bonne ambiance. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao.